Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La première puissance économique mondiale va-t-elle se retrouver en incapacité de payer ses fonctionnaires et menacer l'économie mondiale ? C'est une information qui, de but en blanc, peut paraître assez improbable, mais sachez que si les négociations entre démocrates et républicains pour relever le plafond de la dette américaine n'aboutissent pas d'ici le 1er juin, c'est bien une hypothèse qui pourrait se produire. Cela a même conduit Joe Biden à annuler sa fin de tournée en Asie-Pacifique après le G7 et à rentrer directement à Washington. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Pour parler de tout ça, nous avons avec nous ce matin en direct de Washington justement, Maître Renaud Bochard. Bonjour Maître. Bonjour. Bonjour Valentin. Vous êtes avocat, professeur de droit associé à l'American University Washington College of Law, auteur de Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michalon, et puis auteur des Chroniques égrégoriennes également sur le site. On mettra le lien de ce site évidemment en description de la vidéo. Mais peut-être d'abord revenir sur la situation. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces négociations pour relever le plafond de la dette américaine ? Je crois que ça vient d'un point de la Constitution, c'est ça ? Oui, alors, les négociations sur le plafond de la dette ne viennent pas de la Constitution. Ça vient d'un accord en fait entre le Congrès et l'exécutif. Et en fait, c'est quelque chose qui a commencé autour de 1960. Alors c'était un vieux marronnier depuis 1960 puisque il y a eu le plafond de la dette a été réévalué 78 fois. Depuis 1960. En fait, maintenant, on est arrivé à un point où le plafond de la dette et les négociations sur le plafond de la dette interviennent à peu près toutes les 2 législatures. Donc, en fait, à peu près tous les 2 ans. Donc, on est dans quelque chose qui se produit de façon courante sous toutes les administrations. Avec des échanges particuliers selon la majorité au Congrès et selon l'occupant de la Maison Blanche. La plupart des négociations ont eu lieu lorsque c'était des majorités républicaines qui ont été au Congrès. Je voudrais rappeler quand même que celles qui sont allées les plus loin ont été notamment celles de 2011 sous Obama, celle de 1985 sous Reagan, et puis on a eu celle de la fameuse négociation de 1994 qui avait donné lieu à un government shutdown, donc avec en fait une fermeture du gouvernement. Il y en a eu d'ailleurs en 2013 aussi une fermeture du gouvernement qui a duré moins longtemps et qui a été résolue par un accord. Donc, alors on recommence, on est reparti dans quelque chose qui fait que, en fait, vu d'ici, je vous dirais que l'inquiétude est moins importante puisque c'est quelque chose auquel on est très très habitué. Les négociations sur le plafond de la dette. Oui, en fait, quand on suit l'actualité américaine de loin, ça peut paraître impressionnant, mais finalement, c'est quelque chose d'assez récurrent. Donc, on peut dire quand même que, au vu des conséquences que ça pourrait emporter à la fois sur la situation économique américaine et sur l'économie mondiale, c'est hautement improbable que ces accords n'aboutissent pas avant le terme du 1er juin, justement. Non, ce qui peut se passer, ça s'était déjà passé en fait en 1985 notamment. Ce qui peut se passer, c'est que nous n'ayons pas un accord en fait avant le 1er juin, mais que le gouvernement fédéral, en fait, je pense que c'est exactement ce qui se passe comme en 1985, l'administration Biden en fait bluffe en disant si nous ne mettons pas d'accord avant le 1er juin, la conséquence c'est un défaut. C'est-à-dire que tout simplement, le département du Trésor cesse d'honorer les paiements sur les intérêts de la dette. Voilà. Mais en fait, en 1985, c'était à l'époque James Baker qui était secrétaire au Trésor. L'administration Reagan avait utilisé en fait des techniques comptables
qui permettait en fait de payer en priorité. En fait, à l'époque, ils avaient en fait tout simplement puisé dans les trust funds de Social Security, c'est-à-dire les retraites, pour honorer les paiements. Ça avait permis en fait de trouver de l'argent pendant 2 semaines. Et puis finalement, un peu plus loin, de toute façon, il y aura un accord qui doit être trouvé puisque ça fait partie des discussions sur le budget. Ce serait plus un outil de pression de Biden sur les républicains, avec évidemment en fond c'est la réélection en 2018, pardon, l'année prochaine, en 2024. Ce serait plus un outil de négociation que véritablement un risque. Alors. Oui, alors disons que à chaque fois, les démocrates essaient de rejouer ce qui s'était passé en 1994 en disant ce que les républicains qui ont la majorité à la Chambre des représentants nous demandent est inacceptable. Parce qu'en fait, les républicains à la Chambre des représentants ont adopté un projet en avril qui demande tout simplement, parce qu'il faut quand même savoir que l'augmentation de la dette depuis 2020, c'est une dette d'ailleurs qui est absorbée principalement par le principal détenteur de la dette publique américaine, c'est la Fed. Et la Fed, et on voit d'ailleurs en même temps ce problème des portes coulissantes, puisque Janet Yellen, l'actuelle secrétaire au Trésor, est l'ancienne présidente de la Fed. Donc, elle a présidé à la plus forte augmentation en fait de dette de l'histoire du pays, et on voit aujourd'hui que la négociation et le texte proposé par les Républicains imposait en fait une certaine rigueur budgétaire, imposait notamment que la dette n'augmente pas de plus d'1% par an. Et ça a été jugé complètement inacceptable par l'administration Biden, qui rejoue en fait le 1994 en disant, vous allez voir, ce que font les républicains, c'est de demander en fait des coupes franches dans les budgets de l'État-providence. Au moment d'ailleurs où la même administration Biden envisage via le Census Bureau, de changer en fait la ligne de changer le seuil de pauvreté. De façon à avoir encore plus de personnes sous les programmes comme Medicaid, qui est l'assurance maladie pour les plus démunis. Voilà, parce qu'on a effectivement en fond ces deux projets opposés sur la dette justement. Donc les républicains qui veulent plutôt réduire les dépenses, puisque on le rappelle, la dette américaine est actuellement 31 milliards de dollars, 31 milliards d'euros ou de dollars. 31 000 milliards. 31 000, oui, 31 000 milliards, pardon, excusez-moi. Record, c'est un record absolument historique, enfin mondial inégalé, qui ne peut pas forcément aujourd'hui augmenter beaucoup plus au niveau, quand on voit la situation économique de l'Amérique au niveau international, la baisse en confiance du dollar. C'est quelque chose qui remet en cause ce niveau de la dette. Et Biden, lui, vu qu'il fait campagne sur des thèmes de justice sociale, comme vous l'avez dit, de prestations pour les plus pauvres, veut encore augmenter ce plafond, c'est ça ? Oui, et derrière tout ça, attention, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, vous avez parlé du sujet le plus brûlant et le plus inquiétant dans tout ça, c'est la crise du dollar. Nous sommes déjà entrés dans la crise du dollar, puisque nous sommes dans la crise la fin du siècle américain, dans un grand bouleversement. Les temps sont particulièrement inquiétants en fait en ce qui concerne le dollar, puisque on a vu notamment certains signes comme le fait que par exemple l'Arabie Saoudite cesse de payer ses exportations de pétrole cesse d'être réglée pour ses exportations de pétrole en dollars vers la Chine. Donc c'est la naissance du pétro-yuan. On voit aussi un certain nombre de pays du Sud qui commencent en fait à sortir de la zone dollar. Donc ça c'est vraiment la plus grosse inquiétude. Mais ça, c'est une crise qui va se profiler sur des années, voire des décennies, avant que le dollar soit vraiment supplanté comme monnaie de réserve internationale. Mais c'est vraiment ce qui met le feu aux poudres. Donc c'est dans ce cadre que ces négociations interviennent. Et encore une fois, les républicains ont été plutôt assez malins en fait dans
dans le texte qu'ils ont adopté devant la Chambre des représentants, parce que ce qu'ils veulent aussi, c'est vraiment couper cet emballement de l'augmentation de la dette et en même temps de mettre un terme à cette espèce de folie d'alimentation en fait du budget par la dette publique de programmes de justice sociale. Et programme, bon, derrière tout ça, il faut savoir qu'il y a eu un énorme plan d'infrastructure qui a été passé, mais une énorme partie de ce plan d'infrastructure comportait des dépenses vers des organisations woke, si vous voulez. Donc, c'est aussi ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment bon. Je pense que il faut pas être trop inquiet sur le court terme, sur le fait que un accord sera trouvé. En revanche, cette espèce d'emballement de la dette publique, c'est jamais vu. 4 000 milliards de dollars rien que sur l'année 2020 avec le Covid. C'est sans précédent. Donc, de toute façon, ça doit être placé sous contrôle. Et dans un contexte aussi, peut-être que pouvez-vous nous en parler, parce que nous, on a du mal à s'en rendre compte forcément depuis la France, mais dans un contexte de crise économique pour les ménages américains qui est extrêmement élevé, qui est extrêmement fort, avec notamment cette inflation qui continue de grimper, je crois. Oui, en fait, on est moins touché quand même que vous, Européens, par l'inflation. mais nous sommes de toute façon dans une crise économique durable qui fait que on voit très très bien que pour les classes populaires, de toute façon, ça fait très longtemps, mais on voit très très bien que c'est en train de gagner en fait la classe moyenne supérieure et l'ensemble de la classe moyenne, avec des signes tout à fait inquiétants. Et parmi ces signes inquiétants, il faut savoir aussi, je replace aussi dans un contexte économique en même temps. Bien sûr. L'administration Biden vient d'annoncer un nouveau consensus de Washington par la voix de Jake Sullivan, son conseiller aux affaires de sécurité. D'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant. Une nouvelle politique industrielle en fait qui est quelque part une espèce de reprise par l'administration Biden en fait de la ligne Trump envers la Chine, donc quelque chose d'à la fois très très agressif, très orienté vers les investissements liés au climat. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez tectonique qui est en train de se passer. Et derrière tout ça, la volonté de la part de l'Empire américain de conserver la mainmise sur les standards de l'économie mondiale. Donc ça, c'est encore une fois, je pense, quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier, que tout ça s'inscrit dans ce grand bouleversement qui est causé par l'ascension de la Chine, bouleversement qui est doublé par la montée de cette espèce d'idéologie purement occidentale qui est l'idéologie woke, et en même temps un bouleversement technologique avec notamment des inquiétudes très très sérieuses sur du chômage de masse lié à l'essor de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Donc, et en toile de fond de tout ça, allez-y, je vous en prie, finissez. C'est un mix très très explosif. Ouais, effectivement. Et en toile de fond de tout ça, il y a aussi les élections américaines. Alors peut-être que vous pouvez nous dire seulement un petit mot. On a vu que, alors sur le camp démocrate, on a l'air de s'accorder sur le fait que Biden se représentera, mais au niveau républicain, donc Trump s'était déjà déclaré candidat. Et cette nuit, je crois que c'est Ron DeSantis qui a déclaré qu'il entrait en campagne. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur lui, sur ses chances éventuellement de concurrencer Donald Trump ? Pour l'instant, alors bon, c'est vrai que c'est tout frais. Donc, on savait de toute façon que Ron DeSantis serait candidat. Maintenant, Trump est dans les sondages très en avance. Et c'est une avance qui a augmenté depuis quelques mois. Donc, je dirais que
Trump est le vainqueur putatif de la primaire républicaine, avec quand même un fait que vous semblez oublier dans le cadre de la primaire démocrate. Biden est quand même très très inquiété par la candidature tout à fait intéressante de Robert F. Kennedy Jr. Ah oui. Le fils de Bobby Kennedy, qui en fait aurait dans les sondages à peu près 20% de sympathisants démocrates disposés à voter pour lui. Donc, c'est pas du tout comment tout ça va évoluer. Est-ce que ça va se transformer? Parce qu'en fait, l'administration, le Democratic National Council refuse en fait d'admettre RFK Jr. et Marianne Williamson, d'ailleurs, qui est l'autre candidate déclarée aux primaires démocrates, dans les débats. Donc, on va voir comment tout ça va évoluer. Il n'est pas impossible que Kennedy devienne un candidat indépendant in fine. Mais il faut pas oublier RFK Jr. Je crois que c'est vraiment un candidat qui est dont la candidature est très très discutée, qui est un candidat très sérieux. C'est plusieurs zones d'inquiétude pour Biden. Vous faites bien de le rappeler, effectivement, et ce sera à suivre également. On le suivra forcément avec vous, ces élections américaines, et puis ce contexte encore de remise en cause de l'hégémonie américaine. Merci beaucoup, Maître Renaud Bochart. Je rappelle que vous êtes avocat, professeur de droit associé à l'American University Washington College of Law et auteur de Christopher Lasch, un populisme vertueux aux éditions Michelon.